Salut les mecs, salut à toi, heureux nouveau possesseur de ce Obao Hyper Cage. Comme vous pouvez le constater, j'ai standardisé Obao. Ah ouais, j'ai fait un stand avec un SST. J'ai fait un stand. Quoi? Non, il n'est ni tôt le matin, ni tard le soir. Et non, pas trop de... non plus. Si, j'avoue, à peu près 1,5 litre, 2 litres, mais je suis pas encore au niveau de Tonton Arnaud. N'est-ce pas, Tonton Arnaud? Pourquoi il y a un SST en dessous? Parce que je suis en train de travailler dessus et une petite nouveauté. C'est le tout dernier arrivé et il est livré avec des ressorts orange qui étaient donc les options Obao qui sont un peu plus dures que les gris en théorie. Et les huiles de suspension sont plus dures sur ce tout nouveau Obao Hyper SST. Il y a par contre toujours pas d'huile dans les diffs, on a toujours que de la graisse. J'avais un espoir mais non. Mais revenons à nos moutons, parlons de notre SS Truggy. Le SS Truggy. Un engin qui a été préparé par mon atelier parce qu'il en a un, il adore ça, il est amoureux de sa machine. Comme tonton Eddy, comme tonton Ulrich. Salut la Réunion d'ailleurs. Salut aussi à toi Harold, on n'a plus de nouvelles de toi Harold. Es-tu toujours en vie mon cher Harold? Ce SS Buggy est livré comme beaucoup d'engins Obao, absolument totalement pas réglé. L'arrière ça va, mais en général tu as un carrossage avant catastrophique, un réglage de train pareillisme catastrophique, donc faut régler tout ça. Mécaniquement c'est clair, il y a de la graisse dans les trois diffs, donc nous on a mis de l'huile. Ce véhicule va chez un débutant, on a donc mis pas trop dur, attention, on reste loisir, c'est-à-dire on a 10 000 à l'arrière, 20 000 devant et 40 au centre. Va rouler en 4S. D'ailleurs avec les Gens Bashing 50C, c'est génial, elles sont super méga légères, tout juste 400 grammes la batterie. Ça fait un moment que je les teste maintenant, même on tire un peu plus fort dessus. Pour l'instant ça tient bien, donc je suis très content. On se retrouve quand même avec 200 grammes de moins sur un buggy, c'est pas rien du tout. Vario donc 4S 100 ampères, moteur 2000 kW. Tu n'as pas non plus, quand tu reçois la machine, de corne alu. Tu as une pauvre corne plastique, mais quand je dis une pauvre, je veux dire vraiment une pauvre corne qui se plie et qui a tendance à se casser sur les trucs. Donc moi, je monte systématiquement toujours une corne alu. C'est livré avec quand vous prenez une machine. C'est ça la différence entre le garage et la concession, c'est-à-dire les points de vente. Du garage, il n'y a rien qui sort pas checké, pas complété. Alors que le point de vente, lui, il te met le scotch, tu as payé la facture et c'est envoyé, salut. Et donc une corne alu. On a mis une boîte radio aussi, puis c'est livré sans boîte radio, ça c'est dommage. Avant on mettait des boîtes Obao, mais il était nécessaire de modifier 2-3 trucs pour les rentrer. Et là en fait les petites boîtes génériques que j'ai trouvées sur... souvenez-vous, ça fait longtemps que j'en ai, après j'avais oublié que j'en avais, et du coup c'est la fripouille qui me l'a rappelé. Quand je vous dis que c'est un gang, on travaille tous ensemble, chacun se donne un coup de main, des fois on se rappelle des trucs, on se balance les astuces, ça fonctionne vraiment tous ensemble. C'est ce qui est super génial. Donc la petite boîte radio générique qu'on peut visser avec une vis dans un des trous qui est déjà présent. Il faut faire juste un tout petit trou supplémentaire avec une vis très courte puisqu'elle a le cerveau en dessous évidemment. Hein, on va pas t'amuser à percer dans le cerveau et à mettre un boulon en dessous. Il y en a qui sont capables. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Et on a laissé le câble par-dessus ici. Vous savez que je suis pas fan de ça, mais c'est vrai que dans le cage on est restreint. Et si on passe autrement, c'est un problème un peu à l'entretien. Là pour l'entretien, tu enlèves 2 vis à l'arrière de la cage, une de chaque côté. Tu flippes la cage, c'est-à-dire tu ouvres la cage, tu enlèves 4 vis sous le bac à batterie, tu enlèves 4 vis sous le cerveau plus la biellette de direction et tu enlèves, après avoir bien sûr débranché le moteur, ton électronique. Parlons de branchement moteur, ça aussi c'est un truc qui arrive. Donc quand tu branches ta radio, que je vais t'expliquer là mon petit gars, et que tu allumes ta machine, quand tu reçois ta Obao, enfin sur cette série de SS, quand tu mets gaz, il fout le camp en arrière, quand tu tournes à droite, il va à gauche, et etc. Donc la plupart des gens, bon, direction c'est simple, tu inverses la direction, tout rentre dans l'ordre. Tu inverses les gaz, rien ne rentre dans l'ordre parce que tu as 50% de puissance à marche avant et 100% en arrière. Il faut encore inverser le vario qui n'est pas inversable, et il faut donc changer ici, tourner l'ordre des câblages moteurs. En brushless, tu as 3 fils, tu inverses n'importe quel des 2 fils, pas les 3, sinon tu es nouveau dans le même sens, ça c'est clair. Tu inverses n'importe quel des 2 fils et tu te retrouves inversé. Quand il n'y a pas de capteur, ça n'a aucune importance. Quand il y a un capteur, tu ne fais surtout pas ça. Quand tu as un capteur aussi, tu as un vario que tu peux programmer de l'autre sens, c'est pas un souci. Ces varios bridés au B-Wing pour les usages RTR
n'ont pas ce réglage, donc tu inverses deux câbles. C'est pour ça que c'est un peu dommage qu'ils aient mis des codes couleurs sur les câbles. Voilà. Le seul moyen de le faire propre quand tu as un vario pas réglable, c'est d'inverser les diffs dans les boîtiers, mais il y a un détrompeur chez Obao, puisque ça évite qu'il y ait quelqu'un qui monte un diff dans un sens et un diff dans l'autre, et quand il accélère en l'air, tout va bien, quand il la pose par terre, tu as les roues avant qui reculent, les roues arrière qui avancent, ou l'inverse, et le véhicule, bah, il s'enlise dans la terre tout simplement. Pour ceux qui font du vrai tout-terrain dans la terre, si tu es sur la moquette, ça va juste forcer. Oui, je suis caché, tu peux pas me toucher. Alors, d'ailleurs, je souhaite la bienvenue. On a un nouveau compétiteur sur la chaîne qui a fait une remarque très judicieuse sur le Obao IPRS ST, partie 2, montage amorto, la longueur. Je n'ai effectivement pas mesuré la longueur totale de l'amortisseur pour voir si j'avais vissé toutes mes rotules pareilles. Bon, moi je me suis mis à fleur du filetage, donc ça va. Après, c'est un réglage qu'on peut utiliser en compétition. On visse plus ou moins la rotule pour changer la longueur de l'amorto. Mais nous, en loisir, ouais, je suis sûr que si je mets 1 mm de différence sur chaque amorto et même de l'huile un peu différente dans chaque amorto, on remarquera même pas. Hein, on se dira qu'est-ce qui se passe, on sait pas, accélère plus, tu roules trop lentement, ça doit être ça. Donc, avec cette batterie super light qui arrive en XT90, on a évidemment soudé XT90 aussi au Vario. Comme ça, c'est tranquille, c'est fait. Le véhicule est donc réglé. On a mis des batteries dans la radio, on a branché l'engin et on a testé. Et je vais maintenant vous montrer les 2-3 manips à faire sur la radio. Là aussi, le neutre d'ailleurs n'était pas fait, ce qui arrive aussi souvent. Alors, bouge pas. Tu allumes donc ta radio. On va parler aussi du fail-safe de ces fameuses vieilles radios au Obao qui sont funky. Et tu allumes ta machine. D'origine aussi, le bouton collé au châssis, pas pratique forcément pour l'entretien. Nous, on l'a collé à l'arrière du Vario, à l'abri des chocs et de toute projection, et très facile à atteindre. Autre plus de cette batterie, évidemment, VS-Line, de cette Bashing 50C, c'est qu'elle est hyper compacte. Tu rentres donc là, pépère, par l'avant, calipo, sans devoir trop de compliquer la vie avec les arceaux et les machins. Évidemment, les velcro, il faut utiliser les deux mains pour mettre les velcro, ça c'est clair. C'est un engin de loisir, il n'y a pas d'urgence à changer la batterie. Là, j'ai déjà programmé mon neutre. Je vais vous refaire la manip pour ceux qui n'ont toujours pas trouvé dans les vidéos la manip et qui préfèrent, au lieu de réfléchir, poser la question sans réfléchir et avant de chercher. Donc je répète aussi, quand vous cherchez quelque chose à propos du garage, et ça c'est un truc qu'on a grâce à JamJam, merci RC JamJam, c'est que vous rentrez dans Google, vous mettez RC Garage 168 et vous mettez juste ce que vous cherchez. Donc si vous cherchez le neutre sur Obiwing, vous mettez Obiwing, ça va vous sortir toutes les vidéos Obiwing, les unboxings des Vario, où en général je l'explique dedans, alors tu regardes vite la vidéo. Hein, et oui, comme ça au passage ça me fait du temps de visionnage. Et tu tombes généralement sur la manip, si elle n'y est pas, elle y est ailleurs, c'est pas un problème. Mais je vais te la refaire. Donc, tu poses ta voiture sur cale. Si tu enlèves les câbles du moteur, tu n'auras plus les bips, ça peut être un problème. Le plus simple, quand tu peux l'atteindre facilement, c'est d'enlever le pignon ou au moins d'enlever les roues pour être sûr qu'il ne t'arrive rien. Moi évidemment, j'ai déjà tout fait. De toute façon, quand tu es en mode prog, le véhicule est sécurisé, mais on ne sait jamais, il faut prendre ses précautions. Moi, ça a tout été déjà programmé, donc il n'y a pas de risque. Mais c'est pas le meilleur exemple de le faire tout monter. Je le répète, moi je suis sur cale, il n'y a rien qui touche, au pire, de toute façon, elle ira nulle part. Sur l'interrupteur, tu as l'interrupteur et un petit bouton annexe. Tu appuies le petit bouton annexe et tu mets la machine en route en restant sur le petit bouton annexe. Dès que ça bip, tu lâches. Certains Vario, il faut rester dessus un petit peu avant que ça bip. Surtout, tu restes pas trop longtemps dessus. Si tu restes trop longtemps dessus, tu passes en mode prog, ça n'a plus rien à voir avec le neutre, et là, tu dérègles les fonctions du Vario. Quand ça fait ça, tu t'assures que ton trim est bien au neutre. Tu joues un peu avec ta gâchette, tu vois, il se passe rien. Pour être sûr que ton potard est bien à 0, et là, tu appuies un petit coup dessus. Tu as programmé le neutre. Ensuite, tu mets gaz à fond, tu rappuies. Tu mets frein à fond, tu rappuies. Tu lâches tout. Ça bip. Même si tu restes enfoncé sur les freins, ça va quand même biper 4 fois, ça veut dire que c'est initialisé. Et là, ça marche, tout simplement. Et maintenant, arrivons à la radio. Cette radio fonctionne encore avec 8 piles. Bon, après, elle n'est pas très gourmande, ça va. Ce que je reproche le plus, c'est le petit bouton ici de
trim du neutre des gaz qui est là-dessous. Et peut arriver, parce que j'ai déjà eu quelques personnes qui m'ont contacté pour des pannes à ce niveau-là. Quand ils ont remis le véhicule en route, et ben, ça clignotait rouge, ça marchait pas. C'est que vous n'avez soit pas de signal, soit pas de neutre. Première chose à contrôler, donc, si vous avez le neutre ici. Et ça se passe ici, avec la lumière. Sur les toutes nouvelles radios Baowu qui n'ont que 4 batteries, ça se passe avec le son. Il n'y a pas de LED, ça bip. Là, tu as la LED, regarde. Si je décale, elle clignote. Tu vois, et quand je reviens au neutre, là, je suis au neutre. Et si je vais à fond, là, regarde. Je vais arriver en butée. Et en butée, voilà, elle fait ça. Là, ça, c'est le signal de butée. Et un seul petit coup, c'est le neutre. Voilà. Tac, là, tu as le neutre. Tu as la même chose pour la direction ici. Pour les neutres, les inversions sont ici. N'oublie pas, si tu inverses ta direction, ta gaz ou quoi que ce soit, ou tu changes de récepteur, toujours réinitialiser le neutre du vario. Ça aussi, j'ai dépanné des centaines de personnes qui ont changé de radio, qui m'ont dit je comprends pas, ça ne marche plus, parce qu'ils n'ont pas initialisé le neutre du vario, que ce soit au Beaming ou Castle ou autre, hein, évidemment. L'auxiliaire ici, évidemment, ne sert à rien. On n'a pas de troisième voie à enclencher sur cette radio. Et tu as ici la direction steering, donc ça tourne, et les gaz, throttle, qui veulent dire, donc tu accélères. Ici, tu peux régler la butée droite et gauche de la direction, et la butée des freins, et la butée des gaz de la direction, ce qui fait que si tu prêtes le véhicule, tu diminues les gaz et les freins, et hop, le gamin, il est bridé. Ce qu'il faut faire, donc, quand tu reçois cette machine, inverser la direction, inverser les gaz, inverser les câbles, faire tes réglages, et c'est pas fini. Tu allumes ta caisse, là, quand tu la reçois, tout est à fond. Le problème, quand tout est à fond, c'est que ta direction, elle va taper en butée. C'est-à-dire que le cerveau, je vais te le faire. Regarde, je mets le potard à fond. J'arrive en butée, regarde, je suis physiquement buté avec la roue et regarde, la corne de cerveau continue et là je force sur ma direction. Ça, c'est mauvais. Donc tu tournes ton petit potard, regarde ce qui se passe. Regarde, hop, tu vois. Donc tu diminues et tu le remontes jusqu'à la butée physique et tu t'arrêtes là à ras. Hein, un petit peu avant, c'est pas très grave, c'est pas un petit demi-millimètre qui va t'empêcher de rouler loisir avec ton engin. Tu vois. Et là, on a bien tout ce qu'il faut alors qu'on n'est que physiquement quasiment à la moitié de la direction. Pour les gaz, c'est pareil, tu le fais par contre, engin éteint, tu t'amuses pas à gazer, à réduire les gaz, machin. Hein, ou plus simple, c'est que tu mets tout au mini. Ensuite, tu prends ta radio, tu commences à rouler et tu augmentes un petit peu pour trouver le bon petit réglage pour toi si tu es débutant ou pour le gamin. L'autre chose, c'est ici le dual rate. Le dual rate change l'angle total de la direction. Là, tu changes chaque butée. Là, ça revient au même, sauf que tu fais les deux en même temps. Par défaut, c'est réglé au neutre. Ici, regarde, on est qu'à la moitié. C'est-à-dire que je peux augmenter ce réglage. Ici, tu vois, je vais te la mettre de face. Est-ce que tu vois là? Tu vas pas voir. Je vais te la mettre à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il fait? T'en fais pas. Elle sera plein de fois dans cette position au début. Regarde. Tu vois, là je suis. Regarde. Je suis tellement à fond que je force la direction. Et là, regarde maintenant, si je diminue mon dual rate, autant que ça arrive évidemment dans les fonctions de réglage, regarde. Tu vois. Regarde. Tu vois, je suis toujours à fond avec mon volant. Tu vois. Tu vois, là, t'as presque plus rien. Ça, c'est le genre de choses que tu fais quand tu es sur la glace ou sur les sols très très glissants. Par exemple, si tu as du mal à contrôler ton véhicule en ligne droite, tu n'arrêtes pas de zigzaguer, tu te diminues ton dual rate. Moi, je te remets ici à 0. Je t'ai réglé donc la direction, les gaz, les biellettes, la géométrie, les diffs, tout. Ça, c'est la différence entre moi et une boutique. La boutique, elle vous l'emballe, elle vous balance le scotch. Adios, t'as payé, tu te démerdes. Ici, ça ne sort que complètement réglé, sauf si l'utilisateur s'en fiche et qu'il veut le faire lui-même et qu'il sait le faire et que je suis sûr qu'il sait le faire. Alors dans ce cas, je le fais comme pour Ulrich, qui lui, j'avais aucun doute sur la maîtrise du sujet. Il a donc fait lui-même. Et c'est pas tout. Je vais te montrer aussi le fonctionnement du chargeur, comme ça tu l'auras.
J'espère que tu vas voir. C'est pas évident. Je sais pas si sur l'écran, moi de la caméra, j'ai bien les chiffres, mais je sais pas si toi tu vas bien physiquement les voir. Alors je vais me rapprocher, bouge pas. Je vais mettre par là. Voilà. Quand tu veux charger ta lipo, là aussi, ça aussi, c'est quelque chose que je fais. J'ai soudé évidemment le bon cordon de charge, livré avec le véhicule et la batterie et tout ce qui va ensemble. On va d'ailleurs l'éteindre là. Ta batterie est en mode storage pour l'instant, donc quand tu la reçois, il faudra la charger. Ça, c'est toujours comme ça. Mais je l'ai branché pour la checker. Voilà. Sur ce type de chargeur, et c'est un système d'exploitation qui est sur plein d'autres chargeurs, les SkyRC récents et tous les rebadges, Orion, RC Team, Zim, RC System, etc., etc., etc. La touche ici, stop, tu défiles les fonctions. Tu changes ton mode de batterie, tu vas dans tes fonctions de save ou de load, c'est-à-dire tu peux sauvegarder des fonctions et ensuite les charger. C'est-à-dire que selon le type de batterie que tu utilises, tu peux avoir des fonctions pré-réglées. Ici, la première chose à faire sur ce genre de chargeur, c'est d'aller dans le réglage. Les tout nouveaux, bien sûr, peuvent être faits en français. Là, c'est encore un ancien qui est encore en anglais. Ensuite, tu as ici Enter pour entrer dans le menu. Donc là, il te choisit LiPo V-Type 3,7. C'est le voltage moyen de la LiPo 3,7. Pardon, je reviens, je m'en suis trompé. Enter, là, tu appuies Enter. Et ici, tu peux changer de type. Lithium-ion, lithium-fer, etc. Tu peux changer ce voltage, mais tu le laisses à 3,7, c'est le voltage moyen, c'est la sécurité. Je me suis encore trompé. Ensuite, ici avec les flèches avancées reculées, tu avances dans tes fonctions. Donc ça, c'est le temps de check des batteries, quand il fait un contrôle de la batterie. La sensibilité pour le NiMH, le nickel-cadmium. Ça, c'est si tu veux brancher une sonde de température, très utile en NiMH. Le temps de repos entre deux cycles de décharge-charge en NiMH ou nickel-cadmium. Et là, le timer de sécurité. Toi, maintenant, pour l'instant, tu as qu'un type de batterie, donc je te conseille, si tu es content avec la batterie, si tu en rachètes plus tard, de prendre les mêmes, comme ça tu pars tous au même principe. Donc je t'ai réglé une fois ton chargeur sur un timer de 1h20. 80 minutes, ça fait 1h20. Donc au bout d'1h20, de toute façon, il s'arrête de charger. Tu peux ici l'activer ou le désactiver. Si tu appuies Enter, ici, tu changes le temps. Tu appuies une troisième fois, tu peux passer sur la fonction suivante. Capacité cutoff, c'est une 5002. Ou c'était une 5000. Ça y est, j'ai pas fait gaffe. C'est vrai que les anciennes étaient des 5002. Ça, c'est une 5000. Donc je vais te mettre ça à 5000. Donc ici aussi, tu peux virer le cutoff. Si tu as plusieurs types de batteries, c'est plus simple de virer le cutoff et le timer. Hein. Voilà, 5000 c'est une charge à 1, c'est une fois la capacité de la batterie. Elle fait 5000 mAh, donc 5 ampères. Tu charges sur 5000 mAh. Elle sera donc pleine théoriquement en 1 heure. Je dis en théorie, puisque déjà elle sera jamais complètement vide. Et après il y a encore le temps d'équilibrage qui ralentit. C'est pour ça que j'ai mis le timer à 1,20. Là tu peux choisir si tu veux que tes touches elles bip ou pas, et si ton chargeur il buzz quand tu fais une erreur. C'est-à-dire que tu choisis le mauvais type de batterie, le mauvais ampérage, le mauvais nombre de cellules lipo, il va biper pour te dire que c'est pas bon. Tu joues avec les câbles pendant la charge et un mauvais contact, ça bip, etc. etc. Ça, c'est si tu es branché en 12 volts, c'est le voltage minimum qu'il accepte avant de se couper. Pour des raisons de sécurité pour ta batterie, pour pouvoir redémarrer sur le terrain après évidemment. Et on a fait le tour. Donc une fois que tout ça se fait, tu vas dans l'hypo. Là aussi, je t'ai mis à 5 ampères, c'est une fois la capacité. Ici, tu choisis ton nombre de cellules. Donc ici, 14,8 volts 4S. N'oubliez pas, 14,8 volts, c'est le voltage moyen. 14,8, c'est 4 fois 3,7 volts. Ça aussi, il y en a plein qui m'appellent et qui me disent « Ouais, j'ai un problème, mon chargeur il a 15 volts, ma batterie c'est qu'une 14,8. » C'est normal. Tu as 4 fois 4,2 volts au total, donc soit, que je dise pas de bêtises, j'arrive plus à calculer, 8, 4, 16, 8 au total. Toi, de toute façon, tu te mets toujours en balance. C'est vrai que là, j'étais sur charge, tu vois. Voilà. Moi, je charge tout en balance. Tu peux charger la plupart... Enfin, si tu mets en charge,
il va charger plus vite, et dès qu'il y a une des cellules qui arrive à 4,2, il va s'arrêter en balance, il va systématiquement arriver au bout, et ensuite il va équilibrer ses cellules. Fast charge, là tu n'es même pas obligé de mettre le cordon de balance en fait. En fast charge, il balance de toute façon un maximum jusqu'à arriver au voltage maxi encaissé par ce que tu lui as programmé ici. Donc ça j'aime pas du tout parce que là, dans ce genre de cas, tu peux surcharger une des cellules, ce qui n'est jamais le cas en balance. Même en fast charge, tu peux brancher ton équilibreur quand même, mais du coup ce n'est plus une fast charge, ça passe en mode charge normale. Enfin, des fonctions que j'utilise vraiment jamais. Moi, je fais toujours l'hypo-balance. L'hypo-storage. Ça, c'est si tu sais que tu ne vas pas te servir de ta batterie un certain temps, ou pas régulièrement, que tu as fini de rouler, tu rentres, tu mets ta batterie sur storage, c'est stockage. Là, tu peux aussi monter à 5 ou 6 ampères, ou non, là, tu es maxi. Voilà, tu es coincé à 1 ampère pour une raison très simple. C'est que si ta batterie est pleine, il va la décharger et il ne peut décharger qu'à 1 ampère ce petit chargeur. Donc il va te la décharger au voltage moyen. Si elle est vide, par contre, il va te la charger au voltage moyen, mais aussi toujours en petite charge ici. Moi, personnellement, pour mes lipos, je les charge à 1 ampère, pas à une fois la capacité, et je laisse faire tranquille le chargeur dans mes petites pochettes par feu, avec tout ce qu'il faut en sécurité. Donc faites gaffe à ça toujours. On a d'ailleurs Yannick qui nous prévient, faites attention, ça lui est arrivé avec des gens bashing. La batterie était dans le sac pare-feu, ça commençait à fumer. Il est donc sorti femme et enfant de la maison. Et il a eu un incendie lipo, heureusement, bien sûr, dans le sac de charge. Mais évidemment, fumée, mur noirci, etc. Donc le prochain coup, il a dit, ça se passera la charge dans la barbecue Weber. Et d'ailleurs, une petite pensée à Mathis aussi, qui lui n'a plus son Erevo, qui n'a même pas eu le temps d'utiliser de rouler. On a préparé ici un Erevo pour Mathis, on l'a envoyé. Il n'a pas eu le temps d'en profiter. Il y a un pépin sur le circuit électrique de la maison, un incendie qui a donc réduit à néant la maison et tout le modélisme et tout et tout. Et Mathis qui était très inquiet pour moi, qui s'est dit Mani va être déçu, le Erevo a brûlé. Mais je répète, Mathis, l'essentiel c'est toi. Le matos, on s'en fiche royal, c'est pas un problème. Le matos ça se remplace, toi non. Alors, et tu as discharge. Discharge, là aussi, c'est un truc qui ne sert pas vraiment à grand chose, sauf si tu vas aller jeter ta batterie. Ah non, tu vois, décharge, il va jusqu'à 2 ampères. C'est marrant ça. D'ailleurs, qu'en lipo storage, il monte qu'à 1. Et il s'arrête d'office à 3 volts minimum par cellule. Il y a des chargeurs où tu peux régler ceci, et il y en a où c'est par défaut, puisque en dessous de 3 volts, c'est dangereux. Donc tu peux pas vraiment totalement avec le chargeur ici vider une lipo avant d'aller à la décharge. Le mieux c'est si elle est bien sûr endommagée, ben, tu la vides ce que tu peux et tu fais gaffe dans ton sac lipo, tu l'amènes à la déchette. Et si tu ne peux pas, ou si elle n'est pas physiquement endommagée mais qu'elle est juste en bout de performance ou que tu as un doute, en fait tu la fais fonctionner sur un moteur ou quelque chose pour la vider au maximum. On peut aussi la vider avec, en branchant tout simplement, selon le voltage bien sûr, une ampoule dessus ou n'importe quoi, pour la vider au max avant de la déposer à la déchette. Donc je t'ai expliqué le chargeur, c'est des questions, tu n'as rien dessus. Si tu vois rien sur la vidéo, c'est pareil, tu m'engueules. Parce que moi je le voyais bien là maintenant à l'écran de la caméra, ça ne veut pas dire que vous y verrez beaucoup mieux. Si tu as des questions sur la radio, je suis là, tu as des réglages, des questions sur des réglages de programmation, je suis là pour le loisir. Pour la compète, on a des compétiteurs à bord qui, je suis sûr, se feront plaisir de nous aider. Hein, déjà, s'ils sont à bord, c'est qu'ils sont cool. Et quoi encore? C'est tout. Évidemment, pour le look, tu as évidemment aussi, évidemment. Bien sûr, tu auras l'aileron avec et les vis pour le fixer, ça c'est clair, c'est livré avec. La notice, le carton d'origine, puisque cet engin est complètement neuf, le carton d'origine de la batterie, puisqu'elle aussi est toute neuve, et pour tout souci de garantie, eh ben, tu me contactes, je gère pour toi de A à Z. Que dire de plus? Et pour le look, il y a énormément une grosse différence. Qu'est-ce que je raconte? Moi je vais aller me coucher, ça va plus. Il finit même. Hein, Saidi peut vous le confirmer. Pour le look sur le hypercage, moi je dis qu'il n'y a qu'une chose à faire. D'ailleurs,
Ça, ce sont des trucs de stockage de jantes qu'on a reçu d'un abo en impression 3D. On a reçu d'un abo. J'ai un atelier et j'ai des nabos. Merde, ça fait de moi gros. Alors, regarde ça. Et ouais. Louis B Pioneer sur jante Black Chrome. Ça pète méchamment sur ce Hypercage orange. Mais tu les auras pas. Ça, c'est les miens. Parce que ça fait quelques mois que j'essaie de garder un buggy de côté. Mais chaque fois, je me le fais piquer. Bon, j'aurais définitivement pas Hypercage. C'était le dernier qui était disponible chez mon fournisseur. J'ai monté le Hyperstar. Il y en a qui va me piquer le Hyperstar. Heureusement, tonton ERB est intervenu. Il va me sauver, lui. Parce que je peux pas compter sur vous. Vous êtes trop méchant. Vous êtes tout piqué. Oui, mais c'est ma faute aussi. Moi, ça m'éclate c'est vrai, de rentrer les machines, de vous les préparer. C'est mon truc, c'est mon dada, j'aime bien. Je suis pas tuner, je suis préparateur. Tiens, d'ailleurs, lançons un débat. Quelle est pour vous la différence entre le custom et le tuning? Pour moi, le tuning, c'est les performances mécaniques, réglages, tenue de route, motorisation, transmission, etc. Et par contre, le custom, c'est pour moi la carrosserie, le look extérieur. Le custom, c'est pour faire beau, et le tuning, c'est pour faire vite, puissant, efficace ou balèze selon le cas. Dans notre cas, c'est plus souvent balèze. À coup de pare-choc RPM devant, derrière, ça va finir par en mettre sur les côtés et sur le toit. Déjà qu'on a attaqué à mettre des bulkheads. D'ailleurs, oui, ça c'est un truc, c'est Mika qui a commencé à faire ça. Ceux qui ont des X-Max et qui ont des buggy, eh ben, ils ont un truc cool, c'est que les skids des X-Max, quand ils sont usés, tu peux les visser ici à l'avant sur le buggy et replier l'avant par-dessus. Et résultat, ta tourelle est protégée, c'est arrondi et tu slides tranquille sur ton skid plate de X-Max pour protéger la tourelle de ton buggy. Il y a aussi ProBody qui nous a fait plein de carreaux de buggy 1/8 incassable. Par contre, standard avec rien pour protéger l'avant. On attend toujours encore un constructeur qui nous fabrique un petit truc là. L'impression 3D, c'est pas suffisant le matériel, la résine ça lâche, les trucs à nylon, full nylon, c'est trop. Bon, pour l'instant, donc du coup, c'est vrai que le skid plate de X-Max fait le travail. Toi aussi, très cher abonné, n'hésite pas, si tu veux mettre des pare-chocs, tu peux utiliser donc SC10B de chez RPM, /44 de chez RPM, ou si tu veux exagérer, bien sûr, Creighton de chez RPM, le pare-choc avant d'armoire Creighton, d'ailleurs qui se monte devant et derrière du Creighton, exemple ici, c'est un pare-choc avant de Creighton. Plusieurs solutions s'offrent à toi si tu veux mettre ça sur ton buggy ou ton truggy, puisque c'est prévu pour le Creighton, les trous sont aussi pour le Creighton. Donc soit tu trouves le plastique, tu fraises le plastique. Mais comment il a fait pour mesurer? Alors ça, tu as plusieurs solutions. Soit tu enlèves la cellule, tu poses le pare-choc sur le châssis, tu perces à travers les trous du châssis déjà existants, tes trous, ou tu mesures proprement. Tu trouves le milieu, là c'est facile parce qu'il y a des rainures, tu trouves le milieu de ton skid, tu mesures l'anthrax entre les perforations à faire et tu te fais tes petites mesures, tu fais tes petits trous et tu vois ça marche bien. Ça, du coup tu trouveras plus de trous dans le plastique mais tu touches pas ton châssis. Option B, tu fais des trous en plus dans le châssis. Ça c'est pas du goût de tout le monde et ça va pas sur tous les skids non plus. Là arrière SC10B, on a coupé les petits ergots d'origine, on a chauffé pour le redresser, on a fait les trous qui vont bien pour les SS. Ça marche sur plein de modèles. Donc tu peux prendre du SC10B devant derrière, du Slash devant derrière, du Creighton devant derrière. L'absolu total overkill, l'anti-fripouille total, c'est le pare-choc RPM pour Baja 5B. Bon là tu perds 1 cm de garde au sol, c'est clair, mais t'es protégé, c'est sûr. T'en mets 4, t'en mets 2 sur les côtés, un devant et derrière. Et en fait, t'as un karting, il manque plus que le petit bonhomme en mousse. Et je parle de karting parce que les frères Treffel n'en peuvent plus. Ils ont dit maintenant, il en a marre. On t'a laissé un karting, tu vas aller t'en servir. Regarde, il est là. Il est à côté de moi. Seulement, il s'est fait repousser par les nouveaux kits qui sont arrivés parce que j'ai plus envie de monter mes nouveaux kits pour l'instant. Mais on va aller rouler ce truc-là. Bon, après, on n'est pas pressé. Moi, j'ai...
Je suis modèle 77, j'ai 42 piges, donc il m'en reste, surtout bien avec la technique moderne, une bonne soixantaine d'années à en faire chien tous les matins. Et là j'y vais parce que je m'étale dans tous les sens. Salut les mecs. Enfin c'est l'autre qui s'étale, parce qu'il doit rachier à sa force.